Donc, Koro, la première question. Oui. Voilà, comment évaluez-vous l'incidence actuelle du cancer du sein en Afrique et quelles sont les principales différences par rapport à d'autres régions du monde? Merci beaucoup. Alors, pour évaluer l'incidence des cancers du sein, les cancers en général en Afrique et particulièrement des cancers du sein, il y a un instrument mondial, il y a un organisme mondial qui s'appelle Global Cancer Observatory, qu'on abrège Globocan, qui tous les 2 ans, donc toutes les années paires, fournit des données sur les cancers. Alors, selon ce Globocan-là, en 2022, on a eu en Afrique 1 185 216 nouveaux cas de cancer. Et dans ces 1 185 216 nouveaux cas, on a eu 16,8% de cancer du sein en Afrique, soit 198 533 nouveaux cas, 553 pardon, nouveaux cas de cancer en Afrique. En Afrique, les cancers du sein sont les premiers cancers incidents, c'est-à-dire c'est les premiers cancers pour lesquels on a le plus de nouveaux cas en Afrique en 2022. Mais dans le monde, dans la même période, en 2022, le premier cancer incident, c'était le cancer du poumon. C'est pour répondre déjà à une question quand vous nous demandez quelles sont les principales différences par rapport à d'autres régions du monde. Donc, le premier cancer au monde, c'est le cancer du poumon. En Afrique, le cancer du sein est le premier cancer, tous sexes confondus. Je dis tous sexes confondus parce que je suppose que les participants savent que les hommes aussi peuvent avoir un cancer du sein. Mais c'est seulement dans 1% des cas. Dans 99% dans 99% des cas, les cancers du sein touchent les femmes. C'est déjà une particularité. La deuxième particularité chez nous, c'est que les patientes sont de plus en plus jeunes. On constate un pic d'incidence en gros à partir de 40 ans. Alors qu'au niveau mondial, on vous dit que le pic d'incidence, il commence à augmenter à partir de 50 ans. Quand je dis niveau mondial, je veux parler de l'Occident en général. Donc, vous voyez que chez nous, les femmes sont atteintes beaucoup plus précocement. Votre caméra? Pardon? Donc, votre caméra est coupée là? Ah bon? Oui, la caméra. Si vous pouvez réactiver ça. Attends, je vais essayer de voir par où c'est. J'espère qu'on m'entend bien. Arrêter la réception, non? La voix, on entend bien, oui. C'est juste la caméra. Je ne comprends même pas où il faut aller pour. C'est juste à côté du micro, Pourtant, normalement. ça m'indique ici que ma caméra est en train de comment dire, Comme de c'est un système filmer. intelligent, peut-être que là, c'est la connexion qui a un peu baissé le niveau. Et que ça a coupé. Peut-être, parce que j'ai rien changé. D'accord. Vous avez la Bon, parole. désolé. Bon, je vais continuer. Je suppose que ça va revenir. D'accord. Voilà. J'étais en train de parler des particularités des cancers du sein chez nous et je suis en train d'expliquer que souvent, ils surviennent chez des femmes moins âgées qu'en Occident. En Occident, on vous dit que le pic d'incidence commence à partir en gros de 50 ans. Chez nous, c'est en gros à partir de 40 ans. Et il y a une autre particularité chez nous, c'est que nos patients viennent consulter souvent des stades tardifs, à des stades qui sont avancés, rendant difficile la prise en charge. Donc, c'est là, on peut répondre ici à la première question que tu as bien voulu me poser. Tout à fait. Oui, tout à fait, Koro. Donc, la prochaine question, Koro. Oui. Merci bien pour cette réponse. Quels sont les facteurs de risque spécifiques au cancer du sein chez les femmes africaines, en prenant compte les aspects génétiques, environnementaux et socio-économiques? Voilà. Merci encore, cher frère. Écoute, il n'y a pas de facteur spécifique qui a été mis en cause chez nous en Afrique. Les principaux facteurs de risque sont les mêmes qu'ailleurs. Et je vais les rappeler ici. Le premier facteur de risque, c'est l'âge. Plus on prend de l'âge, plus on a de risque d'avoir des cancers du sein. Le deuxième facteur de risque, c'est le sexe, le genre. La maladie est présente à 99% chez les femmes et à 1% chez les hommes. Et puis l'autre gros groupe de facteurs de risque, on dit facteurs de risque, on est d'accord, ce n'est pas des causes, ce sont des facteurs de risque. Ce sont les facteurs reproductifs. Chez nous aussi, on incrimine donc les ménages précoces, donc les femmes qui voient leur première règle assez tôt, 9 ans, 10 ans, et qui voient leur ménopause après 55 ans, enfin des ménopauses tardives. Après 55 ans, il y a des femmes qui jusqu'à 55 ans continuent à avoir leur menstru. Chez ce groupe de personnes-là, il y a des risques qui sont plus élevés que chez les autres. Et puis, il y a les facteurs familiaux qui sont aussi incriminés en Afrique comme ailleurs. Et puis, après, il y a aussi
la surcharge pondérale qui est incriminée. C'est les principaux facteurs de risque. Il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres. On va rester à ces facteurs de risque-là qui sont les principaux. Merci bien, docteur Hassan. Donc là, la prochaine question, docteur Hassan, quels sont les principaux obstacles au dépistage précoce du cancer du sein en Afrique et quelles sont les stratégies qui sont mises en place pour le surmonter? Merci, docteur Soumaïla. C'est une question très, très importante. Les principales difficultés que nous avons dans la mise en place des problèmes de dépistage des cancers du sein, déjà, il y a le problème de l'information. Il y a le problème de l'information. C'est à nous de nous battre pour informer les patientes. En fait, ce n'est même pas encore des patients, pour informer les femmes qu'il y a des moyens de voir si éventuellement elles ont un cancer alors qu'elles peuvent ne même pas savoir qu'elles l'ont au tout début, parce qu'il faut savoir qu'au tout début du cancer, en général, il n'est pas douloureux. Contrairement à ce qu'on pense, généralement, les cancers du sein, quand ils commencent par une petite boule, généralement, qui n'est pas douloureuse. Alors, le premier obstacle qu'on a à surmonter, c'est l'information. Amener l'information auprès des femmes, leur faire savoir qu'on peut procéder à un dépistage, parce que beaucoup de femmes ne le savent pas, c'est un peu une fatalité pour elles. Et le dépistage, il se conçoit en l'absence de signes, c'est-à-dire que nous parlons de dépistage chez une femme qui ne parle aucun nodule dans les seins, qui n'a aucune anomalie dans les seins, on l'invite à aller se faire examiner. Et le dépistage inclut aussi ce qu'on appelle l'auto-examen. Donc, on apprend aux femmes à se faire examiner, à s'examiner elles-mêmes à domicile tous les cycles menstruels et une fois par an par un personnel de santé. Alors, je reviens à la question. Quels sont les obstacles? Le premier obstacle, je l'ai dit, c'est l'information. On peut ne même pas savoir qu'il y a un moyen de faire du dépistage. Le deuxième groupe d'obstacles, ce sont les croyances spirituelles, les croyances religieuses ou certaines croyances culturelles qui peuvent vous faire croire que ces maladies-là sont attribuées par des sorts. Donc, ce n'est même pas la peine d'aller consulter ou pas d'aller faire le dépistage, ce n'est pas la peine parce que de toute façon, c'est un sort qu'on va vous jeter. Donc, c'est un combat que nous devons mener. C'est un ensemble d'actions qu'on doit mener pour expliquer aux gens que cette maladie-là n'a rien à voir avec un sort. Un autre obstacle au dépistage, c'est le coût supposé. Je dis bien supposé des traitements. On peut dire que, on peut penser, à tort d'ailleurs, mais on peut penser que si on va se faire dépister, les traitements peuvent coûter cher et qu'on ne pourra rien proposer après. C'est une erreur. Il faut se faire dépister parce que si la maladie est vue tôt, elle peut être guérie et puis elle peut être guérie à faible coût. Donc, ça, c'est notre rôle. C'est un combat que nous devons mener pour informer les populations. Voilà. Et puis, l'une des stratégies alors qu'on peut mettre, vous demandez quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place pour surmonter ces obstacles. Mais ce sont les campagnes de sensibilisation, c'est les campagnes d'information. Voilà, c'est ce qu'on doit faire pour amener les femmes à consulter. Et on ne doit pas se contenter au cours des campagnes de sensibilisation de nous-mêmes médecins aller parler ou bien personnel de la santé. On doit s'appuyer sur des gens qui ont une sorte d'aura auprès des populations. Ça peut être des guides religieux, ça peut être des acteurs culturels, des acteurs du cinéma, des chanteurs, ça peut être des acteurs spirituels. Si on arrive dans un village, il y a des gens qui sont connus comme ayant une certaine force spirituelle, comme étant des guides spirituels, que je distingue de la religion. On peut se baser sur ces gens-là pour leur demander de passer notre message. Donc ça, c'est quand vous demandez. Pardon, les parlementaires? Oui, tout à fait, tout à fait. On peut se baser sur ces gens-là pour leur dire, allez expliquer ça. Parce que quand on vient d'une certaine région, on sait comment parler aux gens de cette région. On sait quels sont les mots qu'il faut utiliser pour ne pas les effrayer et tout ça. Et ça, il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'on ne le sait pas pour tout le monde. Donc, quelqu'un qui vient d'une région, par exemple, quelqu'un qui vient de Maradi, pourra m'expliquer que si on veut en parler, il est préférable de passer par des femmes parce que peut-être que si les hommes viennent parler d'un cancer du sein à des femmes, elles peuvent mal le recevoir. Donc, il est préférable de passer par des femmes. Pardon, docteur? Vous parlez de Maradi du Niger ou bien? Oui, c'est un exemple que je donne. Je dis par exemple à Maradi au Niger, voilà. Oui. Par exemple à Tawa au Niger. Hein, mon cher ami, je connais quelques villes au Niger. Tout à fait, oui. Voilà. Ou bien par exemple, là-bas. Ou bien à Oudjene, ou bien à Kénédougou. Ou bien à Oudjene, ou bien à Pamako.
On fait n'importe où, s'appuyer sur des relais, on va dire des relais communautaires, des gens qui seraient mieux placés que nous pour donner l'information en un terme simple. Comment on peut surmonter ces problèmes-là? Et je peux vous informer qu'en Côte d'Ivoire, on utilise ces gens, je ne sais pas trop quelle est la situation dans les autres pays, mais en Côte d'Ivoire, on utilise beaucoup ces gens-là comme des relais pour nous aider à passer le message. Voilà donc, mon cher ami Soumaïla, comment on peut répondre à cette question? Merci bien, merci pour ces précisions. La prochaine question, Dr Hassan, c'est l'accès aux soins oncologiques reste un problème majeur en Afrique. La question est la suivante. Quels sont, selon vous, les défis principaux dans l'accès à des traitements efficaces pour les patientes atteintes de cancer du sein? C'est une vaste question. Dans une seule question, il y a beaucoup, on a mis beaucoup d'éléments. Mais déjà, il y a les éléments. Il y a les éléments qu'on a évoqués plus haut qui sont des freins. Donc, il faut déjà lutter contre ces éléments-là. Le deuxième élément, il faut le reconnaître, une fois que la maladie est installée, le coût du traitement peut être assez élevé. C'est un vrai problème. Donc, il faut jouer sur le coût du traitement autant que possible. C'est-à-dire, là, il faut aller vers les laboratoires. C'est une démarche qui ne peut être menée que par l'État ou bien par des ONG. Aller vers les laboratoires pour faire baisser les coûts ou bien que l'État accepte de prendre sur lui une partie des frais, voire tous les frais. Et ça se fait dans certains pays. En Côte d'Ivoire, par exemple, certains médicaments reviennent totalement gratuits aux patients dans les cancers du sein, mais aussi dans les cancers du foie, par exemple. Dans certaines conditions, mais certains éléments, certains médicaments, je ne vais peut-être pas citer les noms de marques, mais je vais donner les DCI. Il y a le bevacizumab, il y a la tésolizumab, voilà, qui reviennent gratuitement quand ils sont indiqués. Quand il y a des indications, le malade ne paye pas. Voilà. Il y a le trastuzumab. Oui, oui. Les 10 médicaments sont gratuits pour tous les pour toutes les femmes qui consultent, ou bien il y a des conditions pour lesquelles il faut être ivoirienne, ou bien je ne sais pas, il faut souscrire à quelque chose, ou bien c'est spontanément gratuit? Théoriquement, il faut être ivoirien. Il faut bien l'avouer, c'est fait pour les Ivoiriens. Oui. C'est fait pour les Ivoiriens. Ça, c'est la grosse théorie, mais je t'avoue que dans la pratique, moi-même, je ne respecte pas ça. Si j'ai eu des patients de la sous-région qu'on a inclus dans ces programmes-là et qui ont reçu des médicaments sans problème. Mais dans la théorie, c'est quand même fait pour les nationaux. Donc, l'un des facteurs, donc, c'est le coût. Il y a aussi les croyances dont on a parlé un peu plus haut. Chaque pays est souverain à mettre en place ça. Je dis parce que chaque pays est souverain à mettre en place sa politique sanitaire. Donc, oui, oui, tout à fait. Mais vous, sur le terrain, souvent, donc, il y a l'empathie, il y a tout. Donc, voilà. Oui, il y a tout ça. Bon, voilà. Et on se dit que, bon, si on donne ça à 1, 2 patients qui ne sont pas du pays, ce n'est pas ça qui va... Voilà. Et un autre défi, donc, c'est de lutter contre les croyances dont j'ai parlé plus haut, les croyances spirituelles, les croyances religieuses, les croyances culturelles. Voilà. Il faut lutter contre ça. Il y a des gens qui vous diront, par exemple, docteur Soumaïla, il y a des gens qui vous diront que ce genre de maladie-là, ce n'est pas des maladies qu'on traite dans des hôpitaux. En Côte d'Ivoire, on a un terme, on dit que ce n'est pas des maladies de blanc. Je ne sais pas comment on dit chez vous, mais chez nous, on vous dit, ce n'est pas des maladies de blanc. Donc, vous ne pourrez même pas soigner ça. Voilà. Donc, il faut qu'on lutte contre ces croyances-là. Et puis, il faut, docteur Soumaïla, qu'on forme de plus en plus de spécialistes parce qu'il y a de plus en plus de malades. Donc, il faut qu'on forme de plus en plus de spécialistes. Le nombre de spécialistes qu'on a doit être augmenté, doit être multiplié par 2, par 3, par beaucoup même, parce que malgré tout, à Abidjan, actuellement, c'est un centre de formation, donc on donne le diplôme d'enseignement spécialisé. Et il y a beaucoup de médecins qui viennent pour le recevoir. Le DES, tout à fait. Et tu es informé que certains de tes compatriotes sont venus. Ici, ils ont été d'ailleurs brillants. C'est l'occasion de les saluer. Certains sont venus ici. Voilà, ils ont été très brillants dans leur formation et ils ont décroché avec beaucoup de brio le DES et ils sont repartis. J'espère qu'au Niger, ils sont encore plus brillants qu'ils l'étaient à Abidjan. Alors, il faut qu'on forme beaucoup plus de spécialistes. Avant, il fallait partir à Brazzaville, c'est ça, pour faire le DES. Voilà. Moi, j'ai été formé à Brazzaville. Le DES de Brazzaville existe. Il y a aussi un DES au Cameroun. Il y a un DES à Abidjan. Je crois qu'il y en a à Dakar. Voilà, il faut ouvrir de plus en plus. Dakar aussi, à la chirurgie oncologique, oui. Voilà, oui, il y a aussi la chirurgie oncologique. Voilà.
Donc, voilà disons, les défis, hein, auxquels on est confronté dans la lutte contre les cancers du sein en particulier, puisque c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Tout à fait, docteur. Merci bien. Donc, la prochaine Mhm. question concerne les infrastructures hospitalières. Oui. La question, c'est quoi? C'est que les infrastructures hospitalières et de soins sont-elles Mhm. suffisamment développées pour prendre en charge le Mhm. cancer du sein en Afrique? Et quels sont les Mhm. besoins les plus urgents dans ce domaine? D'accord. Ah, ça aussi, c'est une question très importante, mais il faut savoir qu'il y a une grande disparité dans les pays africains et dans les pays eux-mêmes, à l'intérieur d'un même pays, il y a beaucoup de disparités. Alors, certaines infrastructures hospitalières, oui, sont assez bien équipées. Moi, je parle du public, hein. Aujourd'hui, on va parler surtout du public pour recevoir les patients atteints de cancer. Mais ces infrastructures, pour la plupart, sont situées dans les grandes villes des pays, généralement d'ailleurs dans les capitales, et les autres régions du pays sont un peu délaissées, il faut bien l'avouer. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire. À Abidjan, on a plusieurs infrastructures publiques de lutte contre les cancers en général. Mais à part Abidjan, vous n'en avez qu'à Boaké, 350 km au nord d'Abidjan. Il n'y a que à Abidjan et à Boaké, donc on peut prendre correctement en charge. Encore qu'à Boaké, c'est le début, on peut faire de la chimiothérapie, tout ce qui est traitement médical. Je doute qu'on puisse faire encore de la chirurgie là-bas. Et on ne peut pas faire de radiothérapie. La radiothérapie, ce n'est qu'à Abidjan. Donc, les infrastructures hospitalières, il faudrait qu'on fasse un effort là-dessus. Et quand je prends le cas précis d'Abidjan, D'accord. Docteur Hassan, les, les, les- les oui, gens oui, réclament docteur une box, Soumaïla. les gens réclament une box la caméra. Ils veulent savoir c'est qui Ah, docteur mais Hassan. c'est terrible. Attends, mais Ça ne marche pourtant, pas. aïe, 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 attends. J'ai peur en coupant et puis en revenant, hein, Ne coupez pas, essayez juste de toucher à l'icône de la alors, caméra. la caméra, comment faire? Profitons de Parce que dire aux bizarrement, participants qu'ils peuvent attends, poser par passer. texte donc leur Est-ce que message. peut-être que si je passe comme ça, attends, ici, qu'est-ce qu'ils me disent? Désactiver arrière-plan. Je ne sais vraiment pas. Attendez, non, pas ici, peut-être ici. Je ne sais pas, hein, parce que Il y a une icône normalement. pour la caméra, oui, mais l'icône, tu vois, justement, l'icône, elle me dit que je suis en train d'être filmé. Par ici, je clique sur l'icône, ça va arrêter. D'accord, Donc, on va faire une petite manœuvre j'essaie de ici. cliquer et puis de relancer. Je vais voir ce que ça va dire. Non, 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 on peut être coupé. Attendez, ici, on fait une petite manœuvre ici. D'accord? Voir ce que ça va donner. Mhm. Donc, essayez de fermer votre micro. Je ferme le micro. D'accord? Oui, oui. Vous l'avez fermé? Oui. Attends, je ferme. Donc, on va essayer de voir comment. Voilà, donc là. Oui, docteur Hassan, essayez de réactiver maintenant le micro et la caméra. Oui, docteur Hassan? Oui, essayez de réactiver maintenant. Oui, vous y êtes. Maintenant, activez votre micro. Là, il est activé. Mais la caméra ne marche toujours pas chez vous. La caméra, c'est bizarre, mais par contre, là, je vois maintenant les participants. Je ne les voyais pas tout à l'heure. C'est curieux parce qu'il m'a demandé, avant d'activer, il m'a demandé si je voulais que j'active, si j'étais d'accord pour la caméra. Je suis vraiment désolé. Je ne sais pas ce qui se passe. Vous avez cliqué OK? J'ai cliqué OK. Et D'accord. moi, je me vois. Ou bien, est-ce que c'est la partie où ils ont dit de mettre la caméra en miroir? Je ne sais pas. Oui, Attendez. Et essayez encore, c'est-à-dire, docteur Soumaïla, essayez la manœuvre que vous avez faite tout à l'heure. Il y a un moment, on me demandait de mettre en miroir. Là, je vais essayer de mettre en miroir. Je vais voir, s'il vous plaît. d'accord. C'est-à-dire, vous coupez et D'accord. Donc, essayez de.
Oui, docteur Hassan, vous pouvez activer votre micro et caméra maintenant? Je ne sais pas si vous me voyez. Non, Là, tu m'entends? oui, on t'entend Est-ce que bien, mais tu on te m'entends? voit. Oui, mais on ne te voit Mais pas tu... encore. Je pense C'est que cette curieux parce fois-ci, que ça... Oui, c'est bon. Maintenant, là, on te j'écoute. voit. Là, on Là, te vous me voit, oui. voyez maintenant. Oui, Ah là, oui, on te donc voit bien, il fallait que effectivement. j'appuie sur le miroir là. D'accord, c'est Oui, bon, c'est bon. OK, d'accord. d'accord. Donc, on On va peut passer à la... reprendre. Oui, donc, D'accord. vous étiez en cours donc de réponse à propos de la question relative aux infrastructures hospitalières en Afrique Voilà. on cherche à savoir si elles sont suffisamment développées en Afrique et quels sont les besoins les plus urgents. On était sur cette question-là. Est-ce que vous avez Oui. quelque chose à ajouter ou bien on passe à la prochaine question? Oui, oh, on va passer. Je rappelle juste que c'est assez inégalitaire et qu'il y a des efforts à faire pour que la plupart des régions des pays soient touchées. Voilà. D'accord. Merci, docteur. Alors, donc, Mhm. la prochaine question, la sixième, bien vrai que vous avez déjà donné des éléments de réponse à propos de cette question, mais comme je vais essayer de la lire, les campagnes de sensibilisation du cancer du sein en Afrique sont-elles suffisantes? Et que Mhm. pourrait-on faire de plus pour éduquer les populations tout en réduisant Mhm. la stigmatisation associée? Merci beaucoup, docteur Soumaïla. Alors, oui, on en a déjà parlé. Elles ne sont pas suffisantes. Il faut qu'on soit honnête, elles ne sont pas suffisantes. Hum, Aujourd'hui, encore en 2024, il y a des gens qui pensent que les cancers sont des maladies de riches. Donc, ça veut dire qu'on ne leur a pas assez expliqué que les cancers peuvent toucher tout le monde avec les facteurs de risque qu'on a cités un peu plus haut. Donc, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on continue à se battre pour se rapprocher des populations pour leur expliquer. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? C'est ce que nous avons dit un peu plus haut. C'est associer des gens qui nous serviraient un peu de relais communautaire, des gens qui sauraient un peu mieux parler à des gens de leur population, à des gens de leur région d'origine, qui sauraient un peu comment s'adresser à eux. Et il ne faut pas que nous aussi, nous médecins, on tombe dans le piège d'Octobre Rose. Je vais expliquer ce que j'appelle le piège d'Octobre Rose. On parle beaucoup des cancers du sein pendant les 31 jours du mois d'octobre, c'est très bien, et on en parle moins pendant les 11 autres mois. Et les gens pourraient penser que c'est moins important parce que, bon, on n'en parle pas. Alors que les cancers du sein, on l'a dit, ce sont les premiers cancers en Afrique. Donc, que ce soit au mois d'octobre, que ce soit en mars, que ce soit en juillet, tout ça, il faut parler des cancers du sein. Il ne faut pas qu'on en parle que pendant le mois d'octobre rose. Voilà. Donc, voilà quelques pistes que nous proposons, docteur Soumaïla, pour que nos campagnes soient un peu plus efficaces. Et il faudrait, D'accord. docteur Soumaïla, il faudrait aussi, Oui, c'est déjà le cas, mais il faudrait qu'on le fasse un peu plus, qu'on associe, en plus des relais dont j'ai parlé là, les organisations non gouvernementales, les ONG. Il y en a qui sont très efficaces, il y en a qui sont très efficaces, pas seulement dans la lutte contre les cancers, hein, mais qui sont efficaces dans la lutte contre les hépatites virales, qui sont efficaces dans la lutte contre le VIH. Alors, si celles-là, on les associe, ou bien on se met avec elles pour travailler, on verra qu'on va toucher beaucoup plus de personnes parce qu'elles sont prêtes, elles, à aller dans des coins reculés, à affronter même beaucoup de problèmes pour arriver, pour avoir accès au village et parler aux patients. En fait, ce n'est pas encore des patients, mais parler aux gens sur leur lieu de vie habituel. On n'a pas besoin de les déplacer. Les ONG se déplacent elles-mêmes pour aller parler aux patients, enfin aux populations. Ce n'est pas encore forcément des patients. d'accord. Merci, merci bien, docteur. Voilà, donc la prochaine question concerne les inégalités. Elle est la suivante. Comment les inégalités géographiques influencent-elles l'accès aux soins et au traitement du cancer du sein sur le continent africain? Et quelles solutions envisagez-vous pour réduire ces Mhm. disparités? Par exemple, l'accès aux soins, qu'on soit au Guinée, en Côte Mhm. d'Ivoire, ou bien à Tombouctou, Mhm. au Mali, ou Mhm. bien, je ne sais Oui. pas, à Malanville, au Bénin, vous voyez, ou bien à Mhm. Kédougou au Sénégal, il peut y avoir Oui. des différences, ou qu'on soit à Abidjan, à Dakar, à Niamey, par exemple. Oui. D'accord. Mais c'est un problème, hein. J'en ai parlé un peu plus haut. Il faut qu'on soit honnête. À l'intérieur même de certains pays, la- le, disons, l'accès aux soins, il n'est pas pareil. Dans un même pays. C'est-à-dire que vous pouvez, quand vous êtes à Abidjan, c'est facile de voir un cancérologue, c'est facile de faire une mammographie. Ce n'est pas évident quand vous êtes, par exemple, au Guinée dont tu as parlé.
Et pour ceux qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire, Odiéné, c'est 1000 km au nord d'Abidjan. Alors, ce n'est pas facile à Odiéné. C'est des actions. Ce qu'il faudrait faire, le plus simplement du monde, c'est de construire, de mettre en place des structures et de mailler en fait les territoires. C'est plus facile à dire qu'à faire, je le reconnais. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Ne serait-ce même qu'avoir des oncologues médicaux dans ces régions, ce n'est pas évident. Mais l'une des raisons qui font que les spécialistes ne veulent pas aller s'installer dans ces régions, c'est la déception, c'est la, comment dire, la déprime, la dépression. C'est-à-dire être formé, avoir les capacités de prendre en charge des malades et puis être dans des régions où même des fois faire une radio des poumons est difficile. Voilà les problèmes. Donc, vous posez, vous touchez du doigt un des problèmes, c'est comment faire. Donc, il faut donc que nous, on continue à faire le relais auprès des décideurs politiques pour leur demander de mieux mailler le territoire en matière d'infrastructures hospitalières. Mais ça, c'est tout un programme, docteur Soumaïla. Tout à fait, tout à fait. Donc, par exemple, je rebondis un peu sur vos propos. Ça veut dire qu'un patient une patiente qui vit au Guinée, obligée de venir à Abidjan ou bien à Boaké pour se faire traiter pour un cancer du sein? C'est ça le problème, c'est ça la réalité. Un médecin pourra la voir là-bas, suspecter un cancer du sein, mais même peut-être faire la biopsie. Même là-bas, il n'y a même pas de laboratoire d'anapath pour lire une biopsie. Voilà. Donc, la patiente est obligée d'aller à Boaké. C'est un peu plus près qu'Abidjan, c'est peut-être à 600 km d'Odiéné, mais c'est quand même 600 km. Il faut qu'elle connaisse quelqu'un là-bas pour rester. Ou bien de venir à Abidjan, c'est un peu plus loin encore. Ça, c'est le cas précis de la Côte d'Ivoire. Je suis sûr que tous les C'est participants là similaire, doivent ouais. connaître le même problème dans C'est la leur même pays. réalité, ouais. J'en suis quasi certain. C'est Tout à fait, pratiquement c'est la les même mêmes réalité. problèmes qu'on a partout. Voilà, donc Tout à c'est fait. ça le problème. Les patients sont obligés de venir jusqu'ici, et à Abidjan ou bien à Boaké, et c'est pas facile pour eux. Tout à fait. Mais est-ce que là, docteur, les associations nationales de lutte contre le cancer, y compris les différents départements des maladies non transmissibles, est-ce qu'on pourrait, par exemple, discuter de telle sorte que les spécialistes forment des relais, des médecins généralistes qui soient vraiment au Guinée à partir d'Abidjan et puis utiliser l'outil informatique, la télémédecine, pour que certains patients, au moins que après avoir été vu à Abidjan une ou deux fois, que le suivi soit fait à distance, en fait, avec la télémédecine. Ça peut être une piste, docteur Soumaïla, mais n'oublie pas que dans la prise en charge médicale des cancers du sein, il y a des examens qui sont incontournables. Parmi ces examens incontournables, vous avez la mammographie, vous avez Pas par la rapport aux biopsie. examens, docteur, par rapport aux médicaments, par exemple, gratuits dont vous avez parlé, c'est-à-dire Ah qu'on met non, un stock oui, oui, oui. Bon, donc ça, à c'est Guinée, possible. voilà, déposer un C'est stock à peut-être pas Guinée. encore fait, mais c'est possible. Déjà, puisqu'à Boaké, maintenant, il y a un centre de cancérologie. Oui, là, on peut faire partir les médicaments là-bas. Ça, c'est jouable, disons, à court terme. Mais ça ne suffit pas parce que avant de prescrire des médicaments, il faut avoir un diagnostic. C'est ça le petit souci actuel. Mais sinon, oui, tu as raison. Si le patient a son diagnostic et tout, on peut, on peut former, ça c'est déjà fait en fait, on peut former des médecins qui sont même pas cancérologues, mais on peut les former à l'utilisation des produits de cancérologie. On peut former des infirmiers, alors on peut leur expliquer comment, une fois qu'ils ont le protocole, comment administrer le traitement aux patients. Tout à fait. Ça, c'est déjà fait, docteur Soumaïla, mais ce n'est pas encore très codifié. C'est pas encore très Oh, codifié. Et voilà. tout à fait. Donc, je vois. Donc, docteur Hassan, merci bien. La prochaine question, la huitième question, elle concerne la recherche scientifique. Elle est la suivante. Quelle est la situation actuelle de la recherche scientifique sur le cancer du sein en Afrique Mhm. et quels sont les espoirs en termes d'innovation locale, notamment pour le cas, par exemple, ivoirien ou d'adaptation des Mhm. traitements aux spécificités africaines? D'accord. Merci, docteur Soumaïla. Il faut savoir que la recherche en Afrique, elle est en perpétuelle évolution et elle s'efforce de suivre les avancées au niveau mondial. Et de plus en plus de groupes de travail sont créés pour, en fait, on va dire, pour spécialiser les oncologues. Quand nous, on a été formé en tant qu'oncologue, on va dire général, oncologue médical, on n'avait pas une orientation précise.
Maintenant, sur le terrain, on se rend compte qu'il est intéressant de subdiviser l'oncologie parce que c'est difficile de faire l'oncologie de la tête aux pieds. Donc ici, à Abidjan, on a mis en place des groupes de travail. Par exemple, groupe de travail sain, où on a tendance à se spécialiser dans les cancers du sein. Il y a des groupes de travail prostate où des gens ont tendance à se spécialiser dans les cancers de la prostate. Groupe de travail sarcome, par exemple, il y a des groupes de travail comme ça qui essayent de fonctionner. On essaye de faire des sous-spécialités. Encore une fois, ce n'est pas codifié, mais on essaye de travailler comme ça. Et puis, donc, à l'intérieur d'un groupe de travail, on peut identifier des problèmes et puis écrire des articles sur ces problèmes-là afin de faire avancer la science. Maintenant, docteur Soumaïla, je m'en voudrais de ne pas parler de la création de la Société africaine francophone de cancérologie. C'est tout récent. La Société africaine francophone de cancérologie, SAFCA en abrégé, est née à Abidjan en juin 2024 à l'occasion d'un forum de cancérologie. Et elle a pour président le professeur Adoubi Innocent, qui est le chef du service de cancérologie du CHU de Treichville, qui est aussi le directeur coordinateur du programme national de lutte contre les cancers en Côte d'Ivoire. Voilà, donc cet outil-là, cette société vient d'être créée. Donc, c'est une société d'Afrique francophone qui a pour but de mener donc, le combat à partir de l'Afrique francophone. Parce que jusque-là, on avait des sociétés, on va dire, générales comme ça, qui incluaient donc les Africains francophones, les arabophones, les anglophones. Maintenant, on a une société d'Afrique francophone. Et cette société, elle n'inclut pas que les oncologues médicaux, elle inclut tous ceux qui sont intéressés par la lutte contre les cancers. Donc, des gastro-entérologues, des gynécologues, des chirurgiens, même des psychiatres. Les associations des parents, des malades et tout ça, c'est ça? Non. Ça, c'est une association de médecins, enfin, de professionnels de la santé. Voilà, de professionnels de la santé. Mais on va vers ceux dont tu parles, là, c'est-à-dire les parents et tout ça. Ça, c'est voilà, ça, c'est prévu d'aller vers eux, de voir. Mais pour l'instant, c'est une association, c'est une société scientifique. Voilà. Scientifique. D'accord. D'accord. Merci. C'est une très bonne initiative. Donc, il reste maintenant à développer peut-être des points focaux en collaboration avec les associations des autres pays afin de synchroniser. C'est déjà fait, docteur Soumaïla, c'est déjà fait. Ah, ça, c'est très bien. Il faut encore communiquer. Il y a un groupe WhatsApp et tout. Je vais peut-être inclure des gens après dans le groupe WhatsApp. Il n'y a pas de problème. C'est déjà fait. Le nombre de membres je crois qu'on a plus de 200 membres. Hein. Voilà. Ouais, donc, tous ceux qui sont intéressés sont invités à rejoindre cette société qu'on appelle SAFCA, Société africaine francophone de cancérologie. Oui, tout à fait. Donc, ça, c'est très bien. On va même partager votre adresse mail, donc pour ceux qui veulent D'accord. développer. Sans problème, mon cher ami Soumaïla, sans problème. Tout à fait. Tout à fait. Donc, la prochaine question, docteur Hassan, c'est quel rôle les gouvernements africains doivent-ils jouer dans la lutte contre le cancer du sein? Et quelle politique de santé publique pourrait améliorer la situation à l'avenir? Très bien. Alors, docteur Soumaïla, il faut savoir que nous, en Afrique, d'une façon générale, en Afrique francophone d'une façon particulière, on pourrait s'inspirer des exemples qui ont été mis en place dans d'autres pays et qui ont marché. Notamment la création de programmes nationaux de lutte contre les cancers. En Côte d'Ivoire, depuis 2008, il existe un programme national de lutte contre le cancer. Il est dirigé par le professeur Adoubi Innocent dont j'ai parlé. Et ce programme-là mène la lutte sur le terrain. Ouais. Il serait intéressant, à Brazzaville aussi, il y a un programme national de lutte qui a été créé et qui est dirigé par le professeur Nsonde Malanda, qui est devenu d'ailleurs récemment chef du service de cancérologie du CHU de Brazzaville. Voilà. Et il y en a d'autres, hein, il faudrait s'inspirer de ces exemples-là. À partir du moment où on crée un programme national de lutte contre les cancers, on peut mieux identifier les problèmes parce que c'est des structures techniques des ministères de la Santé et eux, ils identifient mieux les problèmes pour pouvoir apporter des solutions. Dans le cadre, par exemple, de la création du programme national de lutte contre les cancers, là, à Abidjan, ici en Côte d'Ivoire, qu'on a commencé à de plus en plus mener des campagnes de sensibilisation, de plus en plus, et ces campagnes-là sont codifiées par le programme lui-même. C'est comme ça aussi qu'on a mis en place ce programme, qu'on s'est rendu compte qu'en allant vers
les acteurs culturels dont j'ai parlé un peu plus haut, on pourrait toucher beaucoup plus de populations. Donc, pour revenir à ta question, docteur Soumaïla, Oui. les gouvernements pourraient jouer un rôle donc, en déléguant la lutte contre les cancers à des programmes qui sont des structures du ministère, ce n'est pas des structures indépendantes, mais on donne un programme. Évidemment, bien sûr, si on crée un programme, il faut lui donner les moyens de fonctionner. Il ne faudrait pas que les programmes soient créés seulement sur le papier et n'aient pas beaucoup de moyens de fonctionner. Voilà. Donc, comment on pourrait lutter contre ça? Il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, la création du programme national de lutte contre le cancer a permis donc, en vulgarisant le message, de faire reculer certains cancers, comme par exemple le cancer du col de l'utérus. Le cancer du sein, lui aussi, a reculé. Aujourd'hui, le cancer du sein en Côte d'Ivoire est le deuxième cancer le plus incident, alors que jusqu'en 2020, c'était le premier cancer incident. Donc, le combat porte. Quand on pousse les femmes à venir consulter plus tôt, le combat porte. Et on va continuer à mener ce combat-là. Quand je dis on, je veux dire tous les médecins en Côte d'Ivoire. OK. Très Et bien, puis, docteur. docteur Soumaïla, il y a un autre Oui, aspect qui me vient en tête. J'en ai parlé, oui, mais j'en reparle maintenant. Quand tu me demandes quel rôle peuvent jouer les tout à fait, gouvernements oui. peuvent jouer, parce que l'un des freins, on l'a dit, à la prise en charge des cancers, c'est les coûts des médicaments. Et pour certains médicaments que j'ai cités un peu plus haut, le trastuzumab, le bevacizumab, la tezolizumab, qui sont tous produits par un laboratoire, des programmes, comment dire, des partenariats ont été signés entre le laboratoire qui produit ces médicaments-là et le gouvernement, de sorte que le gouvernement absorbe une grande partie des coûts et le malade lui-même ne paye quasiment rien. Alors que ces médicaments, un flacon, à lui seul, vous fait entre 500 000, 600 000 francs et vous fait 2 ou 3 flacons par cure. Mais le malade ne paye rien. On pourrait Ouais. pousser nos gouvernements à signer ce genre d'accord avec les laboratoires. C'est vrai, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire parce que c'est une affaire d'argent, mais c'est possible, puisque ça a été fait Pourquoi pas? déjà avec certains médicaments dans certaines indications. C'est d'ailleurs le programme de lutte ici, de lutte contre le cancer, est en train de mener ce combat-là, de pousser le gouvernement à signer un peu plus, parce qu'on a certains cancers du sein qui sont pris en charge, mais pas tous. Voilà. Oui, tout à fait. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Effectivement, c'est difficile à faire, mais il faut qu'on y pense, il faut qu'on en parle, et ensuite passer à l'action. Mhm. D'accord. D'accord. Et Et puis, merci docteur beaucoup. Soumaïla, c'est vrai que ça, c'est notre culture, et de toujours compter sur le gouvernement. On a toujours été comme ça. Maintenant, c'est à nous aussi d'aller vers des... Moi, j'essaie de le faire. Je pense qu'il y a On d'autres essaie de questions le faire. devant. Oui, il y a d'autres questions Pardon? devant. J'ai dit, il y a d'autres questions devant en rapport avec ça. Les D'accord, initiatives, d'accord. Ok, voilà. docteur Soumaïla, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, la prochaine question, quels sont les défis liés à l'accès au traitement? Les Mhm, défis liés à l'accès aux traitements innovants, tels que les mhm, thérapies ciblées et l'immunothérapie dans les pays africains. d'accord. Pour mettre en place un traitement comme les traitements ciblés, il faut déjà des laboratoires fonctionnels d'anatomopathologie avec immunohistochimie. Or, même ça c'est difficile. Ce n'est pas disponible dans tous les pays. Et dans tous les pays, même où c'est disponible, ce n'est pas disponible dans beaucoup de villes. En Côte d'Ivoire, je vais répéter, on a ça à Abidjan, on a ça à Boaké, et c'est tout. Alors que toi, tu connais le pays, Soumaïla, il y a Odiéné, il y a Korogo, il y a Tout à Bambukou, fait. il y a Man, il y a de grandes villes, il y a de Tout à fait. grandes agglomérations qui sont dépourvues de tout ça. Donc déjà, il faut de plus en plus se rapprocher des populations. On l'a dit, on le répète encore. Ensuite, il faut se battre pour jouer, pour faire baisser les coûts. Parce que le combat que nous on mène, c'est de dire aux gens, dès que vous avez un signe, il faut aller à l'hôpital. Et même avant d'avoir un signe de dépistage, allez à l'hôpital. Mais s'ils doivent aller à l'hôpital pour s'entendre dire, le traitement de votre maladie coûte tant, alors qu'ils n'ont pas ces coûts-là, ils préfèrent rester au village. Ils préfèrent rester là où ils sont parce que c'est un peu comme chercher des problèmes. Avant, j'étais bien, j'étais dans mon coin, et puis je vais là-bas, on me dit, voilà, il faut que tu fasses tel examen, il faut que tu fasses tel examen. Donc, Ouais. c'est tout ça qu'il faut mener ensemble. Rapprocher les structures de diagnostic, les laboratoires de radiologie, les laboratoires de biologie, les laboratoires d'anatomopathologie, les rapprocher
des populations, mais ça suppose aussi former des spécialistes et puis rendre les traitements moins chers. Tout ça, ça se tient parce que ça ne sert à rien d'aller faire tous ces examens pour s'entendre dire que, bon, une cure du traitement va coûter 300 000 francs CFA. C'est un exemple que je donne. Alors que soi-même, on gagne peut-être 200 000 francs CFA par mois, alors qu'on vous dit une cure de traitement coûte 300 000. Et ce n'est pas les plus chers, hein. Il y a des traitements qui coûtent beaucoup plus que 300 000. On peut aller à 500 000, on peut aller à 1 million. Et voilà. Donc, quand c'est comme ça, le malade est découragé, il ne reviendra pas. Voilà. Tout à fait. C'est paradoxal, effectivement. Oui, c'est vraiment dommage, mais on va y arriver. La prochaine question, docteur, concerne effectivement tout à l'heure, tu as failli anticiper. Ça concerne les initiatives en dehors du gouvernement, donc les initiatives personnelles, que ce soit les ONG, les organisations internationales, les particuliers bienfaiteurs, les associations des parents des malades atteints de cancer, ainsi de suite. Et comment ces genres d'initiatives ou organisations peuvent-elles mieux soutenir la lutte contre le cancer du sein en Afrique? Déjà, s'il y a un programme, moi j'estime que c'est au programme d'aller vers ces organisations. C'est au programme d'aller vers elles, de leur dire quels sont leurs défis, de leur dire comment eux, ils peuvent nous aider. Comme on souhaite qu'ils nous aident. Voilà. Tu as employé un terme, tu as parlé de, je ne sais pas, particulier, bénévole, je ne sais pas. Tu as employé un beau terme là, Tout si à tu peux fait. répéter. Oui, particulier bienfaiteur ou bien Voilà, des bénévole. particuliers bienfaiteurs. On Les peut, dans le fondateurs, cadre des particuliers bienfaiteurs, aller les voir fondations. comment dire, des structures privées, hein, des structures de téléphonie mobile, des structures, des gens qui ont des moyens financiers et on leur demande de nous aider. C'est fait dans certains pays, hein, c'est fait déjà et ils aident beaucoup. Ils aident à construire, par exemple, des laboratoires, des hôpitaux, ou bien ils prennent en charge certains patients. Mais il faudrait le faire beaucoup plus parce que le nombre de nouveaux cas est vraiment en train de grimper. Donc, il faudrait le faire beaucoup plus, peut-être codifier aussi. Et ça, bon, en fait, si c'est un particulier qui donne ses moyens, bon, on ne va pas lui demander de codifier, hein, c'est lui qui donne, il donne à qui il veut. Mais il faut qu'on aille plus vers ces structures-là. Il ne faut pas compter que sur le gouvernement. On compte sur le gouvernement, bien sûr, mais on ne doit pas compter que sur le gouvernement. Voilà. Et puis, voilà, donc, je ne sais même pas, c'était la question, voilà, que Tout à fait. c'était ça. Ça, c'est un des défis qu'on a aussi. Aller de plus en plus vers ceux qui peuvent nous aider à lutter contre cette maladie. Ouais. Oui, effectivement, docteur Hassan. Voilà, donc la dernière question, donc avant de passer, donc je vois des questions dans le chat. Selon vous, docteur Hassan, quels progrès peuvent être réalisés dans la lutte contre le cancer du sein en Afrique au cours des 10 prochaines années? C'est-à-dire, voilà, à quoi faut-il s'attendre? Il faut vraiment, quelle peut être la feuille de route qu'il faut envisager pour les 10 prochaines années? D'accord. Déjà, les progrès que je vois de plus simplement, c'est de former de plus en plus de spécialistes. Ça a commencé, il faut continuer. De plus en plus de spécialistes qui vont rester pour travailler en Afrique. Il ne s'agit pas de former des spécialistes qui vont quitter l'Afrique. Des spécialistes, il faut de plus en plus qu'à l'intérieur des pays, on décentralise les structures, hein, qu'on se rapproche de plus des populations. Ça, c'est possible, c'est faisable. Sur 10 ans, on peut le faire. On prend une région, on construit un centre là. Dans chaque région, on peut commencer à le faire. Et il faut, au niveau africain, ce serait bien qu'on cherche à mutualiser, hein, au niveau africain, plutôt que chaque fois aller à l'étranger. On cherche à mutualiser déjà ce qu'on a. Déjà, ici en Côte d'Ivoire, actuellement, on n'a que 2 centres de radiothérapie. Il y en a un qui est public et puis l'autre qui est privé. Si vous Abidjan. allez dans d'autres pays, oui, Les deux centres non, le centre privé, le centre public, il est à Abidjan, à l'intérieur d'Abidjan. Le centre privé, il est à, on va dire quoi, 30, 40 km au nord-est d'Abidjan. Voilà. en banlieue, c'est ça? Mais on le rejoint assez facilement quand il n'y a pas d'embouteillage. Voilà. Donc, et on a donc que ces deux docteur Hassan, est-ce que le fossé est Oui, trop grand? Le coût des prestations entre les deux centres, est-ce que le fossé est assez grand? Et assez, oui, il faut avouer que le fossé est assez grand. Un côté, c'est le public, l'autre côté, c'est le privé. Oui, il y a un vrai fossé. Alors, ici en Côte d'Ivoire, il y a le système des assurances médicales. Je ne sais pas s'il y en a dans beaucoup d'autres pays. Il y a des malades qui payent par an une certaine somme et en payant, ils obtiennent donc ce qu'on appelle une assurance médicale qui s'engage
à prendre en charge certains actes médicaux à hauteur, en fonction de ce que vous avez payé. Des fois, ça va jusqu'à 100%. Hospitalisation, traitement, examen et tout ça. Il y en a, c'est 80%. Alors, ceux qui ont les assurances, Mais à ils long peuvent terme, aller... est-ce qu'à long Non, c'est terme, pas... ce genre de système, Hassan, à long terme, ça ne marche pas très bien? Et que aussi, ça ne pourra Si. pas peut-être prendre en charge tous les Ivoiriens, sachant que nous sommes dans des pays en Non, développement. moi, je te La parle majorité d'assurance des... privée. Je te Oui. parle des assurances privées. Il y a un Oui, je programme parle de ça. Mais est-ce que d'assurance tous les Ivoiriens ont accès à publique. ça? C'est ça le problème. Tu dis? Il dit, est-ce que ce n'est pas une minorité qui a accès à ça? Et puis à long terme Oui, aussi, est-ce que clairement, c'est une ça minorité. marche? Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est une minorité. Mais j'expliquais, c'était pour quand tu me demandais le gap entre le public, la radiothérapie au privé, et puis la Oui. radiothérapie au public. Je disais que, en gros, ceux qui vont au privé, c'est ceux qui ont les assurances. Eux, ils sentent moins le coût. Maintenant, oui, l'assurance, c'est vrai qu'il n'y a qu'une minorité qui ont ça. Mais si on explique, on essaye d'expliquer, et puis en Côte d'Ivoire, on est en train de mettre ce qu'on appelle la CMU, couverture mutuelle universelle, qui est encore à ses débuts, hein, c'est un peu difficile, elle n'intervient pas réellement dans les cancers, mais c'est déjà un début. C'est déjà un début d'implication du gouvernement dans la prise en charge du côté assurance. Hein, parce que je vous ai dit qu'il y a des médicaments qui sont pris en charge déjà. Donc, c'est déjà un début. Voilà. D'accord. Et la chimiothérapie, c'est uniquement dans les centres publics, c'est ça? Ou bien les Non, centres... il y a des privés aussi. Il y a des centres privés qui font de la chimiothérapie, qui la font très bien d'ailleurs. D'accord. D'accord, le docteur. Merci bien. Donc, il y a d'autres questions dans le chat, docteur Hassan. Merci vraiment Pas pour de la problème, pertinence. pas de problème. Merci beaucoup pour la pertinence des réponses à ces questions. C'est assez vraiment riche et informatif. Donc, nous avons docteur Ramatou qui pose une question ici. Ramatou qui pose la question, elle dit, quels sont les moyens de prévention ou conduite à tenir en Afrique devant une patiente asymptomatique, mais qui a des antécédents familiaux de cancer du sein? Très bien, très bonne question, docteur Ramatou. Je peux reprendre la question. Vas-y, reprends, mais oui, vas-y. Voilà. Elle dit, quels sont les moyens de prévention ou conduite à tenir en Afrique devant une patiente asymptomatique, mais qui a des antécédents familiaux de cancer du sein? D'accord, très bien. Alors, c'est une très bonne question. Déjà, toutes les patientes, en fait, toutes les femmes, à partir de 25 ans, on doit leur apprendre à faire ce qu'on appelle l'auto-examen. L'auto-examen, je vais essayer, attendez, je vais essayer de déplacer, voilà, pour qu'on me voit un peu mieux. Pour faire l'auto-examen, déjà, toutes les femmes, qu'elles aient des antécédents de cancer du sein ou pas dans la famille, tous les cycles menstruels, entre le 7e et le 10e jour de chaque cycle menstruel, les femmes doivent se mettre devant un grand miroir. Elles se regardent d'abord devant le miroir, les bras le long du corps comme ça, elles regardent les seins pour voir s'il n'y a pas une déformation au niveau du sein, s'il n'y a pas un changement de couleur, s'il n'y a pas une plaie qui est apparue au niveau du sein. Elles regardent d'abord dans le miroir les bras le long du corps. Ensuite, elles déploient les bras, elles regardent encore, toujours dans le miroir. Première partie. Deuxième partie, elles s'asseyent et puis elles vont faire la palpation. Alors, la palpation, il y a une façon correcte de la faire. Je ne sais pas si vous voyez bien ma main, je prends les 3 doigts du milieu. Les 3 doigts du milieu, ce sont l'index, le majeur et l'annulaire. La main, les 3 doigts là bien droits, on va pratiquer des mouvements circulaires sur tous les cadrans du sein. Mouvements circulaires. Je ne sais pas si on me voit bien comme ça. Voilà. Sur tous les cadrans du sein. On recherche d'éventuelles boules dans le sein. Après avoir, on examine les deux seins. On s'examine d'abord en position assise. Là, je suis assis. Après, on se couche. Et on refait la même chose. On fait des mouvements de palpation sur le sein. On essaye de rapprocher, on essaye de toucher les côtes qui sont en bas. Ce n'est pas toujours possible, mais on essaye. C'est comme ça qu'on verra s'il y a une boule dans le sein ou pas. On le fait en position assise, on le fait en position couchée. Ensuite, ce n'est pas fini. Quand on a fini de faire la palpation, on doit saisir le mamelon et presser pour voir si aucun liquide ne sort du mamelon. Ensuite,
on doit ramener la main derrière la nuque pour bien dégager les aisselles et puis on examine les aisselles pour rechercher d'éventuels ganglions dans les aisselles. On fait ça des deux côtés. Quand on a fini d'examiner les aisselles, il faut aussi examiner le creux susclaviculaire. Il y a des ganglions qui ont tendance à aller se cacher là-bas, souvent à gauche. Voilà. Donc ça, docteur Ramatou, toutes les femmes, à partir de 25 ans, on doit leur apprendre à s'examiner. C'est pour ça qu'on parle d'auto-examen. Et tous les ans, qu'elles aient des antécédents ou pas, elles doivent voir un personnel de santé qui va les examiner à partir de 25 ans. Jusqu'à ce qu'elles aient, je commence par celles qui n'ont pas d'antécédents, jusqu'à ce qu'elles aient 45 ans. À partir de 45 ans, elles continuent. Et puis en plus, on doit leur faire une mammographie tous les 2 ans. Maintenant, pour revenir précisément à votre question concernant les patientes qui ont des antécédents, elles doivent donc pratiquer l'auto-examen à partir de 25 ans, comme tout le monde. Mais elles ne doivent pas attendre 45 ans pour commencer les mammographies. S'il y a des antécédents, moi, je vous conseillerais même de les commencer à 35 ans. Et elles doivent faire des mammographies annuelles. Ce n'est pas tous les 2 ans, parce qu'elles ont des antécédents. Elles doivent faire des mammographies annuelles. Et mieux, plutôt que de faire une consultation chez un médecin une fois par an, moi, je leur conseillerais de faire une consultation 2 fois par an. Voilà. Docteur Ramatou, je ne sais pas si je vous ai répondu. Oui, d'accord. D'accord, docteur, bien, c'est bien passé, hein, le message a été clair, vraiment. C'est toujours elle qui pose la question, elle dit, vous avez déjà répondu à cette question, hein, elle dit, la télémédecine peut-elle pallier au manque de centres de prise en charge des cancers dans les autres villes? Dans certains cas, oui. Dans certains cas, oui. Mais pour l'instant, la télémédecine ne suffit pas, ne peut pas remplacer totalement. Mais dans certains cas, oui. Et encore, docteur Soumaïla, tu as vu les problèmes qu'on a. Il faudrait qu'on ait l'électricité, il faudrait qu'on ait une bonne connexion et tout ça. Mais dans certains cas, oui. Dans certains cas, ça peut pousser parce que on ne va pas demander à toutes les femmes de venir à Abidjan. C'est coûteux, parce que ce n'est pas tout le monde qui sait où dormir à Abidjan, qui a un endroit pour rester à Abidjan. Dans certains cas, oui, la télémédecine peut nous aider. Tout à fait. Donc, il y a une autre question de Djibrila, docteur Djibrila, qui dit quelle est la génétique des cas de la femme africaine, c'est-à-dire les particularités, certainement, c'est ce qu'il voulait dire. Est-ce que les types histologiques sont bien connus en Afrique? Et aussi, est-ce que la chimiothérapie qu'on utilisée est bien adaptée au type de cas des femmes de chez nous, quoi? D'accord, merci. Merci, docteur Djibrila. Docteur Djibrila, la question sur la génétique, c'est dans les mêmes pourcentages que le monde. On vous dira que quand vous prenez les cancers du sein qui ont une origine génétique, c'est en gros 5%, même pas moins de 5%, pour parler vraiment. Alors, vous demandiez, quelle était la deuxième question? Il veut savoir est-ce que les types histologiques est connu? Oui. La grosse question, est-ce que la chimiothérapie qu'on est en train d'utiliser est donnée, est-ce que c'est efficace ou bien c'est adapté au cas africain? Oui, docteur Djibrila, la chimiothérapie est efficace. Il faut savoir qu'avant de prescrire une chimiothérapie, il est recommandé de présenter la patiente en réunion de concertation pluridisciplinaire. C'est-à-dire plusieurs médecins sont réunis et c'est un groupe de médecins qui décide de la chimiothérapie. Donc oui, la chimiothérapie, on ne la fait pas à l'aveugle. On ne devrait pas la faire à l'aveugle. On la fait en fonction du type histologique. Et le type histologique qu'on retrouve le plus souvent dans les cancers du sein, c'est les carcinomes. Et dans les carcinomes, ce sont les carcinomes canalaires qu'on retrouve le plus. Donc, les chimiothérapies que nous, on prescrit, elles sont adaptées aux carcinomes canalaires. Voilà. Oui, donc c'était ça la question. Hein. Est-ce que nos chimiothérapies sont adaptées? Oui, oui. Elles sont adaptées au type histologique. Et quand c'est possible, on les adapte même on fait un autre examen en plus de l'histologie qu'on appelle l'immunohistochimie. Et ça nous donne ce qu'on appelle les facteurs théranostiques. Les facteurs théranostiques, c'est la recherche de l'oncorécepteur HER2 et puis c'est la recherche des récepteurs aux hormones, récepteurs à l'œstrogène, récepteurs à la progestérone. Donc, on peut pousser pour aller, mais là, c'est plus la chimiothérapie qu'on fait,
Si on a le HER2+, on utilise une molécule qu'on appelle le trastuzumab, j'en ai un peu parlé, et le trastuzumab en Côte d'Ivoire, il est gratuit. Si on a une indication, c'est gratuit. Et puis, on utilise, si on a des récepteurs hormonaux positifs, on utilise on va dire en gros des anti-hormones. On dit hormonothérapie, mais en fait, on va dire des anti-hormones. Mais là, c'est payant, le malade va payer. Voilà. Docteur Soumaïla? Docteur Hassan, vous m'entendez? Ah, voilà, je t'entendais plus. Voilà, Je merci disais que pour j'ai cette donc question. répondu à Dr Djibril, là. Je ne sais pas Tout s'il y a à fait, des tout à fait. ajouts. Donc, il y a Boubacar Bamba qui dit est-ce qu'il y a un âge avancé où le cancer n'est pas possible? Non, non. Le premier facteur de risque des cancers, c'est l'âge. On l'a dit, hein, c'est l'âge. Donc, plus on prend de l'âge, plus on a de risque d'avoir des cancers. Ils peuvent être moins agressifs avec certains âges. Quand on a dépassé 80 ans, 85 ans, les cancers du sein, en général, quand on parle de cancer, il faut être très prudent. Les cancers du sein, en général, ont tendance à être un peu moins agressifs que les cancers de la jeune femme. Un cancer qui survient chez une patiente qui a 30 ans, généralement, il est agressif. Il est agressif, alors qu'il survient chez une femme qui a 85 ans, il est beaucoup moins agressif. Généralement, je reste dans les généralités parce qu'il y a des particularités. Oui. Merci, docteur Hassan. Une question de Djibrila qui dit l'expérience ivoirienne dans l'usage de la télémédecine pour la prise en charge des maladies non transmissibles, notamment les cancers. L'expérience ivoirienne. Non, docteur Djibrila, je ne veux pas vous mentir, il n'est pas très poussé, en tout cas à ma connaissance. Pour les cancers, en tout cas. Peut-être que pour d'autres maladies non transmissibles, non, il n'est pas très poussé, il n'est pas encore formalisé. On est encore au début. On est encore au début. En tout cas, pour le cancer. Peut-être que pour les autres maladies non transmissibles, les maladies cardiovasculaires, peut-être qu'on a fait des avancées là-bas, mais pour nous, non. Et maintenant que vous m'en parlez, je me rends compte que ça peut être une piste qu'il faut qu'on creuse. Merci, docteur. Donc là, c'est toutes les questions qu'on vient de poser, ce que nous avons prévu, et aussi celles des participants. Merci vraiment, Hassan, pour ces différentes réponses assez pertinentes. Pendant 1 heure de temps, 11 minutes, on a posé ces questions. Et on n'a pas senti le temps passer tellement la causerie était intéressante. Il y a beaucoup de choses à dire, effectivement, Hassan. Il y a plein de choses à dire. En fait, je voudrais savoir, Hassan, est-ce que là-bas en Côte d'Ivoire, est-ce que vous avez des protocoles en fait bien codifiés de la part du ministère ou bien chacun, c'est en fonction de recommandations internationales? Pour l'instant, alors je t'explique. Pour l'instant, on est encore dans les recommandations internationales. Mais on commence à sortir dans le sein, par exemple, dans la prostate. Donc, si tu veux, dans les cancers les plus fréquents, on commence à sortir nos propres protocoles. Pour le sein, on te dira en première ligne, voici ce que tu mets. En deuxième ligne, voici ce que tu mets. Pour la prostate aussi, c'est pareil. Là, on commence à avancer avec nos propres protocoles, connaissant les coûts des médicaments. Pour le reste, on est encore accroché aux protocoles internationaux. Mais je peux te garantir que c'est en train de changer. Ça, c'est très bien. Ça, c'est vraiment bien. Et une dernière question. Est-ce qu'il y a une certaine relation entre l'Association nationale de lutte contre les cancers et aussi les acteurs dans le domaine des soins palliatifs? Les soins palliatifs, on n'en a pas parlé tout au long de... Oui, on n'en a pas parlé, mon cher ami. Il faut qu'on en parle. Alors, il y a... je rappelle que le docteur Hassan est un acteur des soins palliatifs. Comme docteur Soumaïla aussi. D'ailleurs, je l'ai connu dans ce domaine il y a 10 ans à Kampala, en Ouganda. Il faut qu'on en parle enfin. Il faut qu'on en parle. Mais oui, déjà, il y a des, comment je te dis, des gens qui ont été formés aux soins palliatifs qui sont au programme et le programme lui-même, il signe des conventions avec d'autres structures pour les soins palliatifs. Donc oui, c'est pris en compte par le programme national. Le professeur Adoubi est très réceptif aux soins palliatifs. Récemment, c'était quand il y a peut-être 10 jours, on a eu un séminaire de formation. Lui, il était présent, il représentait le programme et voilà, on a formé des trucs. Donc, il est très réceptif. Pour nous, ça fait partie des moyens de lutte contre les cancers. Donc, c'est mis dans le programme national de lutte contre les cancers. Les cancers, d'accord.
Ah, ça, c'est très bien. Donc, docteur, est-ce que vous avez un mot de la fin? Donc, là, on est à la fin de cet échange, cette interview. Est-ce que vous avez des mots à dire à propos du cancer en Afrique et puis aussi en Côte d'Ivoire spécifiquement, ou bien en Afrique de l'Ouest? D'accord. Docteur Soumaïla, merci beaucoup pour cette occasion que tu me donnes. Il y a de plus en plus de nouveaux cas de cancer. Si je prends seulement la Côte d'Ivoire, on a eu, pour les cancers du sein, on a eu 3800 nouveaux cas de cancer. Je dis bien nouveaux cas de cancer du sein en 2022, selon le Globocan. Ces structures, les chiffres que je donne là, ils sont vérifiables en ligne, hein. Vous tapez Globocan, Globocan. Dans vos propres pays, vous pourrez avoir le nombre de nouveaux cas. Et c'est réparti par organes, tout ça, c'est très bien fait. Vous pourrez aller. Alors, il y a de plus en plus de nouveaux cas de cancer. Ça implique donc des changements d'attitude. Et moi, j'aimerais pousser nos populations. Donc, il faut qu'on en parle aux médecins pour que les médecins en parlent aux populations. Oui. À venir consulter de plus en plus tôt. Docteur Ramatou a parlé du cas des gens qui ont des antécédents dans la famille. C'est des cas où il faut venir consulter tôt. Mais même pour ceux qui n'ont pas d'antécédents dans la famille, parce qu'en Afrique, les cancers du sein sont sporadiques dans la majorité des cas, dans 85-90% des cas, c'est des cas où il n'y avait pas d'antécédents dans la famille. Donc, commençons à apprendre à nos jeunes femmes l'auto-examen. C'est assez simple à faire. On n'a pas besoin de grand-chose, un miroir, ou bien vous faites examiner par votre conjoint. Voilà. Donc ça, c'est des combats qu'on peut mener déjà en amont de la maladie, en sachant que plus un cancer est vu tôt, plus il a de probabilités de guérison. Et puis, docteur Soumaïla, je terminerai en te remerciant encore, en remerciant Reprena pour le combat scientifique que vous menez. Quand tu as commencé à m'en parler en 2013, je me disais, mais Merci il bien. est plein d'ambition. Est-ce qu'il pourra mener son combat à Oh, terme? oui. Et je me rends compte en 2024 que ce n'était pas que des paroles en l'air. Félicitations, Oh. cher frère, continue à te battre. Je voudrais aussi remercier tous les participants qui ont pris de leur temps pour venir nous écouter aujourd'hui et tous ceux qui ont posé des questions. Merci à vous. Merci à vous. Voilà, docteur Soumaïla. Merci beaucoup, vraiment, Hassan. Merci beaucoup. Ça a été très riche, vraiment, et pertinent. Et vraiment, on a beaucoup bénéficié. Et l'enregistrement sera en ligne sur la chaîne YouTube du Repremaf. Et ça va être donc partagé, bien sûr, vu par plusieurs centaines de personnes, voire des milliers de personnes. Merci vraiment, Hassan. Docteur Hassan, je rappelle qu'il est Docteur Hassan Sangaré est cancérologue au CHU de Trashville et en Côte d'Ivoire. Nous avons déjà partagé son email pour ceux qui veulent donc continuer à échanger avec lui dans ce domaine. Mais merci, Koro, comme on dit à Abidjan. Hein? Merci bien. Merci, d'accord. On fait comme ça. Merci à nos participants. Okay. Alors, au revoir. Au revoir. Merci encore. Merci.